Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webconférence. Avec Rémi, nous allons vous révéler les atouts de la mise en place de la prévoyance collective. Notre intervention durera environ une quarantaine de minutes. Avant de commencer, tout d'abord, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette salle. Sur votre droite, vous retrouverez un chat pour interagir et poser vos questions, questions auxquelles nous répondrons avec Rémi en toute fin de présentation. En bas de la salle, vous retrouverez deux boutons. Le premier pour être contacté par un expert Aesio si vous le souhaitez. Le second pour télécharger les documents du live. En dessous de la salle, vous trouverez le lien pour noter cette webconférence. C'est très important pour nous dans le but de vous délivrer du contenu de qualité. Et vous trouverez également dans la partie ressources une infographie qui synthétise les points clés de la prévoyance. Nous allons maintenant nous présenter. Donc, je suis Sophie Toulouzet, conseillère entreprise chez Aesio Mutuelle depuis 12 ans, basée à Toulouse, et mon collègue. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live. Je suis Rémi Boin, je travaille chez Aesio Mutuelle depuis 6 ans maintenant en tant qu'actuaire. Donc, ce métier d'actuaire, ça désigne les collaborateurs en charge de concevoir et de modifier les contrats d'assurance et d'en évaluer le risque pour la mutuelle. Vous ne la verrez pas, vous ne l'entendrez pas, mais elle sera bien avec nous pour animer le chat, lancer les sondages. Notre collègue Mélanie Salaman, chef de projet marketing pour le marché des entreprises. Rémi, peux-tu nous dire quelques mots sur Aesio Mutuelle? Oui, après notre présentation, donc on voulait présenter un peu notre entreprise. Donc Aesio Mutuelle, c'est une toute jeune entreprise, hein. Elle est née en 2020 de la fusion de trois mutuelles déjà implantées partout en France, que sont Adrea, Apreva et Ovi MCD. Nous avons malgré tout au sein du groupe une activité mutualiste depuis 1946. Quelques chiffres sur notre entreprise. Nous couvrons actuellement 2,8 millions d'adhérents. Nous avons donc 266 agences implantées partout en France. Il y a 45 000 entreprises qui nous font confiance aussi pour la couverture de leurs salariés. 200 conseillers experts de la protection sociale collective sont présents et peuvent vous accompagner. Et nous avons aussi 850 courtiers qui sont partenaires de notre mutuelle. Pardon. Nos raisons d'être, parce qu'elles sont plusieurs, c'est de proposer des offres dédiées sur pas mal de risques en santé, en prévoyance, en épargne, en retraite. C'est mettre en place des solutions qui soient sur mesure, qui prennent en compte vos besoins, quel que soit votre domaine d'activité. C'est bénéficier d'un accompagnement personnalisé grâce à nos 200 conseillers experts. Et c'est également profiter de services différenciants. Voilà, maintenant que nous nous sommes présentés, à vous de nous dire un peu qui vous êtes aussi. On a envie de vous connaître un peu mieux. Donc pour cela, Mélanie va lancer un premier sondage. On vous laisse quelques minutes pour y participer dans le chat à droite de l'écran. Alors, la prévoyance, qu'est-ce que c'est? Ça reste un risque assez méconnu et pourtant, plus d'un Français sur deux a été confronté déjà à un aléa lié à la prévoyance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prévoyance? On va entendre l'arrêt de travail. C'est le cas le plus fréquent, donc l'arrêt de travail supérieur à 3 mois. Ça peut être aussi la nécessité d'accompagner un proche gravement malade. Ça peut être un décès dans la famille, d'un parent, d'un conjoint, une situation d'invalidité, donc la réduction de la capacité de travail d'au moins 2 tiers, et également la perte d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, donc se lever, manger, se laver, etc. Et on le voit, comme je le disais, il y a une vraie méconnaissance de la prévoyance collective, n'est-ce pas, Sophie? Tout à fait, Rémi, on peut voir que pour plus de 60% des salariés, la prévoyance est considérée comme une protection importante pour eux, mais également pour les membres de leur famille. Malgré ce chiffre, plus d'un Français sur deux ne connaît pas ces garanties prévoyance. On peut voir également que seuls 32% des cadres déclarent bénéficier d'une couverture prévoyance alors qu'elle est obligatoire depuis 1947 et seuls 57% pensent bénéficier d'une couverture décès.
Donc ces chiffres mettent vraiment en lumière le fait qu'il y a une vraie connaissance de la prévoyance collective, alors que comme on va vous le présenter avec Rémi, cette prévoyance est un véritable levier de performance pour vos entreprises. Alors la prévoyance, est-ce vraiment une obligation ou un atout différenciant? Donc on peut voir que pour 50% des employeurs, la prévoyance est purement et simplement une obligation conventionnelle. Et pour 50% de l'autre part d'employeurs, la prévoyance est un véritable atout dans la gestion RH de leur entreprise. Cela contribue notamment au bien-être des salariés, à un climat social apaisé et à une image de marque de l'entreprise. Donc, je vous propose maintenant de vous présenter le sommaire pour les 40 prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Donc, cette présentation se déroulera en trois parties. Une première partie sur les obligations de la prévoyance collective. Une seconde partie sur les dernières actualités 2024 des régimes de prévoyance. Et une troisième et dernière partie sur les atouts et adaptabilités de la mise en place des régimes. Alors surtout, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions dans le chat et nous y reviendrons avec Rémi en toute fin de présentation. Alors Rémi, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, quelques mots sur la prévoyance et ses obligations? Oui, Sophie, merci. Alors, avant toute chose, suite à mon petit sondage de tout à l'heure, la question était de savoir aussi qui vous étiez. On a eu les résultats. Alors, beaucoup de personnes qui sont des ressources humaines, hein, pour 44% d'entre vous. On a des dirigeants qui sont non salariés, des personnes de la comptabilité et puis d'autres salariés également qui sont présents avec nous. Donc, bienvenue encore une fois sur ce live. Sur la partie prévoyance, on va donc voir ensemble déjà ce qui est mis en place, ce qui existe en termes de couverture pour le salarié. Et puis aussi, il y a un certain nombre d'obligations pour l'employeur aussi de couverture de ses salariés. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous allons voir dans cette première partie. Donc, la prévoyance, on le disait, ça regroupe plusieurs risques. Donc, c'est le risque arrêt de travail, qu'on va appeler aussi incapacité temporaire de travail. C'est l'invalidité. Donc, ça peut être le prolongement de l'arrêt de travail, l'invalidité, donc la réduction cette fois-ci permanente de la capacité de travail. Et c'est également le décès. Donc, ce qui est mis en place actuellement pour l'ensemble de salariés, c'est géré par la sécurité sociale. Et la sécurité sociale donc, va proposer en cas d'arrêt de travail une indemnité journalière qui équivaut à la moitié du salaire. Donc, ça sous-entend donc la perte pour le salarié d'au moins la moitié de ses revenus, ce qui peut poser des problèmes pour faire face aux besoins de la vie courante. En cas d'invalidité, on a plusieurs catégories d'invalidité qui existent. On a une première catégorie qui va comprendre les invalidités qui sont capables d'exercer une activité rémunérée. Pour cela, la Sécu versera pour ces invalides une pension égale à 30% ou 50% du salaire moyen. 30% pardon, du salaire moyen, et c'est en catégorie 2 ou 3 qu'il y aura une pension versée à 50% du salaire moyen. Ça concerne les invalides qui sont absolument incapables d'exercer une activité rémunérée, et ceux également qui sont dans l'obligation d'avoir un recours d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Donc là aussi, on a une baisse des revenus, sachant que l'invalidité, ça va durer généralement jusqu'à la retraite, donc ça peut durer pendant 10-20 ans, sur lequel on va avoir une perte de revenus assez conséquente. Il faut savoir que c'est pas des cas isolés, puisque fin 2021, on avait 704 000 personnes qui recevaient une pension d'invalidité, donc ça représente un petit peu moins de 3% des salariés. Et enfin, on a aussi une garantie décès qui est couverte par la Sécu avec le versement d'un capital de 3 738 euros. Mais il faut savoir que ce capital, il n'est pas suffisant pour financer ne serait-ce que les obsèques du salarié, puisque le coût moyen des obsèques en France s'élève environ à 4 300 euros pour une inhumation et à 3 800 euros pour une crémation. Donc, ça ne couvre pas les frais d'obsèques et ça ne permet pas de combler non plus la perte économique du foyer à long terme.
On va lancer un autre petit sondage avant que je vous parle de la couverture des salariés en France. Le sondage donc, va porter sur votre couverture à vous. Donc la question c'est, avez-vous déjà un contrat prévoyance collective au sein de votre entreprise? Donc Marie, je ne sais pas pourquoi je vais t'appeler Marie. Mélanie va lancer le sondage comme au même endroit que tout à l'heure. Donc je vous invite aussi à y répondre. Je vous laisse quelques minutes sur cette question. Donc je vous disais, effectivement, il y a une couverture inégale en France. Alors si on a bien 86% des Français qui ont accès à des garanties décès, incapacité, invalidité, seuls 57% sont couverts par une rente de conjoint. Donc une rente de conjoint, c'est une rente qui est versée trimestriellement au conjoint jusqu'à sa retraite ou son décès. Et c'est utile pour combler la baisse de revenus du foyer, maintenir un niveau de vie, notamment en cas de différence importante entre les revenus des deux conjoints. On a également 66% des salariés qui ont accès à une garantie rente éducation. Cette rente éducation, c'est une rente qui est versée à chaque enfant à charge jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses études. Donc là aussi, c'est important pour préparer leur avenir, en particulier le financement de leurs études. Et on le voit dans le tableau juste en dessous, en fonction de la taille de l'entreprise, vous avez en visuel le pourcentage de salariés non couverts et on voit qu'il reste de nombreux salariés non couverts dans les entreprises de moins de 5 salariés. Je vais donner la parole maintenant à Sophie qui va nous parler sinistralité en matière de prévoyance. Merci Rémi. Après 2 années atypiques à raison de la crise sanitaire, l'année 2023 connaît un record en termes de sinistralité. Donc, les dépenses d'indemnité journalières remboursées par la sécurité sociale ont augmenté de 4% entre 2010 et 2022. Donc, cette forte augmentation, elle peut s'expliquer par 4 facteurs majeurs. Le premier, c'est un facteur démographique. Donc, il y a une hausse de la population active et un vieillissement de cette population. Le second facteur, c'est une augmentation du montant moyen des indemnités journalières. Le troisième facteur, c'est une augmentation de la durée moyenne d'arrêt. Pour vous donner un petit exemple, la durée moyenne d'un arrêt de travail en 2022 était de 97 jours, alors qu'en 2023, la durée moyenne d'un arrêt de travail s'élève à 111 jours. Et le dernier facteur, c'est une augmentation de la fréquence des arrêts de travail, puisqu'il faut savoir qu'en 2022, 45% des salariés ont été arrêtés au moins 2 fois au cours de l'année. Donc ces dépenses, elles se sont fortement accélérées entre 2019 et 2022. On peut voir une augmentation de presque 6% concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles et une augmentation de quasiment 7% concernant les maladies hors Covid. Donc la sinistralité, pour plus d'un dirigeant sur deux, c'est un vrai sujet au cœur de vos entreprises et notamment concernant l'absentéisme. Donc pour cause, on peut voir que malgré la sortie de la crise sanitaire, la prescription d'arrêt maladie continue à augmenter et connaît une hausse constante depuis 3 ans. Un salarié sur deux a été en arrêt de travail au cours de l'année 2023 contre 42% en 2022. Et donc cette hausse, on peut l'expliquer notamment par 2 facteurs principaux. Donc l'augmentation des arrêts multiples, comme je vous le disais précédemment, 45% des salariés ont été arrêtés au moins 2 fois au cours de l'année 2023. Le rallongement de la durée des arrêts de travail de plus d'1 mois. Et il faut savoir que ce phénomène risque de s'amplifier dans les années à venir, notamment suite à la réforme des retraites, puisque nous allons travailler de plus en plus longtemps, ce qui pourrait se traduire par une augmentation de plus de 3% du coût supporté par les organismes de prévoyance d'ici à 2030. Plus de 700 000 personnes perçoivent aujourd'hui une pension d'invalidité et la part des bénéficiaires d'une pension d'invalidité croît avec l'âge pour atteindre quasiment 9% à 61 ans. Donc, face à cette forte augmentation de la sinistralité des régimes de prévoyance, nous allons maintenant voir quelles sont les obligations de l'employeur concernant ces régimes. Et je laisse maintenant la parole à Rémi.
Merci Sophie. Alors juste avant de vous parler obligations, on a eu un petit retour du coup du deuxième sondage, à savoir si vous étiez couvert du coup par un régime de prévoyance au sein de votre entreprise. Donc majoritairement, vous êtes couvert et l'ensemble du personnel de votre entreprise est couvert à 83%. On a une personne aussi qui affiche une couverture uniquement pour les cadres. Et après, je note que certains d'entre vous n'en ont aucune idée. Et c'est normal, puisque on le disait tout à l'heure, il y a une méconnaissance de la prévoyance. Et il se peut très bien, effectivement, qu'on soit couvert sans le savoir. Donc, ce sondage est assez en phase avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, les obligations de l'employeur, donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, on a un certain nombre de couvertures qui sont proposées au sein euh, avec la sécurité sociale, pardon, mais il existe quand même un certain nombre d'obligations qui va couvrir tout ou partie du personnel au sein des entreprises. La première d'entre elles, c'est effectivement la couverture des cadres. Donc la couverture des cadres, ça a été institué par la CCN des cadres de 1947 et ça impose donc à tous les employeurs de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 du salaire limité à la tranche 1. Et il faut en outre prévoir une affectation prioritaire de cette cotisation à la couverture d'essai, c'est-à-dire au moins 50% de cette cotisation. Donc, si je prends un exemple tout bête, Julie, cadre dans son entreprise, qui a un salaire annuel de 41 000 euros, son employeur doit donc consacrer une cotisation minimale de 615 euros par an pour financer des garanties de prévoyance. Et au minimum, la moitié de cette cotisation, donc 307,50 euros, doit servir à financer des garanties en cas de décès. Ça peut être des garanties en capital ou des garanties en rente. En tant qu'employeur, il y a un certain nombre de points auxquels il faut faire attention. La première chose, c'est que bien sûr, il faut que l'ensemble des salariés cadres soient couverts, et puis également que tout nouveau cadre recruté dans l'entreprise soit adhérent également. Ensuite, il ne peut pas y avoir de clause d'ancienneté qui retarderait le bénéfice des garanties. Et enfin, comme dans tout contrat d'assurance, il y a des exclusions de garantie, comme par exemple la pratique de sport à risque. Donc ça, c'est aussi des informations à transmettre aux salariés. Il y a des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. Donc, s'il n'y a pas de couverture mise en place pour les cadres ou si tous les cadres ne sont pas couverts, l'employeur pourrait être tenu de verser une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en cas de décès d'un de ses salariés cadres. Ça représente 139 000 euros pour l'année 2024. Donc 139 000 euros vs 615 de cotisation à verser par an. Voilà, je pense qu'on a vite fait le calcul. Une autre obligation pour l'employeur, ça va être les conventions collectives ou accords de branche, puisque certaines d'entre elles mettent en place et obligent du coup les salariés du secteur d'activité à mettre en place un régime de prévoyance complémentaire. Ça peut être au profit d'une catégorie, donc par exemple les cadres avec des garanties ou des cotisations supérieures, et également les non-cadres. Si je prends un exemple, Aesio est recommandé sur la convention collective à l'ISFA, donc ce sont les acteurs du lien social et familial. Ça peut être donc des centres sociaux, ça peut être des crèches également. Donc cette convention collective prévoit un régime obligatoire de prévoyance pour l'ensemble des salariés, cadres ou non cadres, du secteur d'activité. Donc dans ces cas-là, l'employeur est tenu de souscrire une couverture qui respecte les obligations conventionnelles. L'accord peut notamment déterminer donc le type de garantie et le niveau minimum de celle-ci. Elle peut fixer la participation minimale de l'employeur à la cotisation. Est-ce que ce sera 50% de la cotise, 60%? Et elle peut imposer des conditions spécifiques, notamment en cas de suspension du contrat de travail. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette présentation. Un petit chiffre, enfin deux petits chiffres même sur ce point. La première chose, c'est que 90% des employeurs estiment que la mise en place d'une couverture prévoyance de branche, c'est une bonne chose. Il y a plus de facilité de mise en place. Euh,
Ça permet une solidarité aussi entre les salariés du même secteur et l'attractivité renforcée du secteur aussi, puisqu'il faut voir aussi la prévoyance complémentaire comme un avantage social pour les salariés. Un deuxième chiffre, en France, on a 16,6 millions de salariés qui sont couverts par un accord de branche en prévoyance, donc ça représente 63% des salariés. Les obligations de l'employeur, donc on l'a vu, pour les cadres, pour les accords de branche qui prévoient une couverture prévoyance. Il n'en reste pas moins que l'entreprise est totalement libre de choisir l'organisme assureur qui l'accompagnera tout au long de la vie du contrat. Même non recommandé par la branche, l'organisme assureur est apte à proposer une offre adaptée à l'accord de branche, voire supérieure, et à proposer des prestations d'action sociale ou de prévention. Mais néanmoins, choisir l'organisme recommandé, ça représente plusieurs avantages. Tout d'abord, cette offre de l'organisme recommandé, elle sera conforme en tout point aux obligations conventionnelles, que ce soit au niveau des prestations que des cotisations. Et puis, toute évolution future de l'accord sera immédiatement appliquée par l'organisme recommandé. Ensuite, ça permet également une meilleure mutualisation des risques, donc du coup, des couvertures de bonne qualité pour un coût réduit. Et enfin, on a généralement dans ces offres recommandées des garanties solidaires, donc des prestations d'action sociale qui peuvent bénéficier tant à l'employeur qu'aux salariés. L'important dans ce cadre-là, c'est toujours de bénéficier d'un accompagnement de professionnels des garanties collectives d'entreprise. Sophie, je te redonne la main afin que tu nous parles un peu des leviers de valorisation de la couverture prévoyance au sein de l'entreprise. Merci Rémi. Donc, comme vient de vous le présenter Rémi, il y a des obligations à respecter dans vos entreprises, mais vous pouvez aussi décider de valoriser l'indispensable. La mise en place d'un régime de prévoyance, c'est aussi l'occasion pour vous, employeurs, de vous différencier par rapport aux entreprises du même secteur d'activité et du même secteur aussi géographique. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'améliorer les obligations de vos conventions collectives en allant au-delà et en améliorant certains points. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, elle doit respecter des obligations conventionnelles, mais elle peut décider d'aller au-delà de ces obligations. Par exemple, en améliorant le financement patronal, c'est-à-dire que vous pouvez aller au-delà des 50% de participation souvent imposée dans les accords. Vous pouvez aussi choisir un organisme assureur qui offre une palette de services, des services de prévention, d'assistance, par exemple. Et aussi, vous pouvez proposer des garanties supplémentaires, comme par exemple des rentes éducation ou des capitaux d'essai. Et vous, employeur, entreprise, vous avez tout intérêt à bien expliquer les garanties de prévoyance d'entreprise à vos salariés, puisque ce sont des couvertures auxquelles ils auraient accès difficilement à titre individuel. Ces garanties, elles permettent aux salariés d'être couverts contre les conséquences des risques les plus lourds pour eux et leur famille. Et c'est une garantie qui intervient à tout moment, c'est-à-dire ce n'est pas seulement dans le cadre de ses activités professionnelles, mais c'est aussi dans le cadre de ses activités personnelles. Donc, nous venons de voir quelles sont les obligations de l'employeur en matière de prévoyance collective et je vous propose maintenant de découvrir les dernières actualités 2024 des régimes de prévoyance. Donc, la première actualité, c'est d'abord la mise en conformité des catégories objectives. Donc, indépendamment des obligations que l'on vient d'évoquer avec Rémi, la mise en place d'un régime de prévoyance collective reste néanmoins facultatif. Donc, l'employeur est libre d'instaurer un régime de prévoyance au sein de son entreprise qui peut bénéficier qu'à certaines catégories de salariés, sous réserve que ces dernières soient définies selon des critères objectifs. Donc, les critères objectifs, ils sont au nombre de 3. Donc, l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres. Il y a aussi un critère de seuil de rémunération égal au PASS. Donc, le PASS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, égal au PASS, ou à 2, 3, 4 ou 8 fois ce plafond.
et la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions collectives ou les accords professionnels. Donc, pour éviter tout risque URSSAF, l'employeur doit respecter des critères objectifs pour définir les catégories de salariés qui vont bénéficier des régimes. Ces catégories, elles étaient définies par référence au texte régissant les régimes AGIRC-ARCO, mais l'AGIRC-ARCO ayant fusionné, ces textes sont devenus caducs. C'est pour cela que le décret du 30 juillet 2021 a vu le jour dans le but de définir les critères relatifs à la prévoyance des cadres. Ces définitions de catégories de salariés doivent être mises à jour dans vos actes fondateurs avant le 31 décembre de cette année. Donc Rémi, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il se passe en cas de suspension du contrat de travail? Oui, merci Sophie. Donc effectivement, en cas de suspension de contrat de travail, il y a des clauses spécifiques en fait qui existent dans les contrats d'assurance prévoyance et qu'il faut avoir à l'esprit. Certaines suspensions vont permettre le maintien des garanties prévoyance, d'autres non. Et on en a eu un exemple récemment, puisque durant la crise sanitaire, de nombreux salariés ont été placés en activité partielle. Et l'activité partielle, ça implique la suspension momentanée du contrat de travail. Et malheureusement, donc cette activité partielle, ça faisait partie des cas où le maintien des garanties prévoyance n'était pas prévu par l'assureur, enfin, en tout cas généralement. Donc il a fallu une loi d'urgence pour imposer le maintien des garanties prévoyance au profit des salariés placés en activité partielle. Pour donner un exemple, en fait, si j'avais le salarié est placé en activité partielle, s'il venait à décéder pendant cette suspension de contrat de travail, il n'aurait pas pu bénéficier de ces garanties prévoyance. D'où l'importance de cette loi d'urgence. Et cette loi d'urgence, donc, elle n'a pas été maintenue que à l'épisode sanitaire que nous avons vécu, elle a été ensuite pérennisée et donc elle est toujours active désormais. Et donc, tout salarié en activité partielle continue de bénéficier de ces garanties prévoyance. Mais ça implique tout de même la mise à jour des actes juridiques de mise en place au sein de l'entreprise et également des contrats d'assurance. Donc, comme je disais, on a certains cas où la suspension du contrat de travail donc, permet le maintien des garanties prévoyance. Donc, on les a listés ici. Donc, c'est dans le cas où le salaire est maintenu totalement ou partiellement. C'est dans le cas où le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires qui sont financées au moins en partie par l'employeur. Et il y a un troisième cas, c'est donc la nouveauté avec cette loi de la crise sanitaire, un revenu de remplacement. Donc, si le salarié perçoit un revenu de remplacement, ça peut être donc l'indemnisation de l'activité partielle, l'indemnisation du congé de reclassement ou du congé de mobilité. Donc, là aussi, il continue à bénéficier de ces garanties de prévoyance. Évidemment, certaines conventions collectives avaient déjà prévu d'autres cas de maintien ou des dispositions effectivement plus favorables. On a aussi les cas de suspension sur lesquels il n'y a pas maintien de garantie prévoyance. Ce sont notamment les cas où on est en congé parental, les cas de congé de proche aidant, les congés sabbatiques. Donc, il n'y a pas d'obligation pour l'entreprise ni pour l'assureur de maintenir ces garanties pendant ces suspensions-là, sauf évidemment si l'accord de branche le prévoit. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, donc si un salarié vient à décéder durant sa période de suspension de contrat de travail non indemnisé, donc il n'y aura pas de versement de garantie décès. Donc, c'est pour ça que l'employeur doit informer son salarié avant la suspension du contrat de travail en lui disant qu'il n'aura pas le droit à ces garanties prévoyance. Et ça doit être également mentionné dans l'acte juridique. Donc, sur l'ensemble de ces points, je le disais, il faut mettre à jour les actes de mise en place au sein de l'entreprise. Donc, quand l'acte de mise en place est une DUE, cette DUE doit déjà être mise à jour et mise en conformité depuis le 1er juillet 2022. Quant aux accords collectifs et au référendum, la mise à jour devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2025.
dans tous les cas, il est important de bénéficier des conseils de nos conseillers experts en protection sociale d'entreprise pour bien vérifier ces mises à jour. Sophie, je te redonne la parole pour nous parler rupture du contrat de travail et portabilité. Merci Rémi. Alors en effet, donc tout comme le régime de frais de santé, en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par Pôle emploi et hors faute lourde, le salarié a droit au maintien gratuit de la couverture prévoyance d'entreprise. Donc, il peut en bénéficier pendant maximum 1 an, mais la période d'indemnisation est équivalente à la période du dernier contrat de travail. Pour vous donner un exemple, donc un salarié qui est resté au sein de votre entreprise pendant 4 mois et qui était affilié au régime de prévoyance, il est éligible au régime de portabilité pendant 4 mois. Un second exemple, cet ancien salarié, il est resté 20 ans au sein de votre entreprise. Il était inscrit sur le régime de prévoyance. Il sera éligible à la portabilité pendant maximum 1 an, puisque ça ne peut jamais excéder 1 an. Donc vous, en tant qu'employeur, c'est à vous en fait de signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail de l'ancien salarié, et c'est également à vous d'informer votre partenaire prévoyance afin qu'il bascule le salarié sur le régime de portabilité. Donc, nous venons maintenant de voir les dernières actualités en termes de prévoyance collective. Donc, je redonne maintenant la parole à Rémi qui va nous présenter les atouts et l'adaptabilité de ces régimes. Merci Sophie. Effectivement, donc on a parlé de la protection sociale du salarié, de sa famille, mais il y a d'autres éléments de personnalisation qui peuvent amener enfin, beaucoup d'avantages en fait au sein de l'entreprise. Donc, la première chose, c'est un accès. Donc, le salarié aura accès à des niveaux importants de garantie avec un coût réduit puisqu'il sera pris en charge dans un cadre collectif. Donc, souvent avec des garanties et des garanties plus intéressantes que s'il s'était assuré de manière individuelle et avec un tarif moins important. Enfin, ensuite, pardon, le salarié bénéficiera des mêmes garanties, donc au même niveau, avec le même coût que les autres salariés de sa catégorie, quel que soit son âge et quel que soit son état de santé. Il n'y a pas de questionnaires médicaux, par exemple, en prévoyance collective. Ensuite, le salarié bénéficiera d'exonérations fiscales et sociales. Je vais revenir dans la diapo d'après. Et enfin, il bénéficiera d'un maintien au moins temporaire de ces garanties, dans certains cas de suspension de contrat de travail, on en a parlé tout à l'heure. Euh, Comme je disais, donc le régime de prévoyance, c'est aussi un atout pour l'entreprise. Et c'est déjà une couverture qui peut être totalement personnalisable, puisque l'entreprise peut adapter cette garantie par catégorie de salariés en fonction de l'exposition au risque. Donc ça peut être l'âge moyen, la situation de famille, le niveau de salaire, et puis évidemment en fonction des besoins de garantie. Et puis, elle peut évidemment l'adapter par rapport à la vie de l'entreprise, et en particulier sa capacité de financement, et puis le besoin de recruter ou de fidéliser, parce que là aussi, ça peut être un avantage de proposer lors d'un entretien de recrutement, ben voilà, l'entreprise, mon entreprise, euh, a mis en place une couverture prévoyance, ce qui n'est pas forcément le cas au sein des entreprises concurrentes. Là aussi, toute l'importance d'être accompagné par un professionnel qui va pouvoir analyser la situation de l'entreprise, analyser les garanties, les besoins, vérifier la conformité. Euh, donc, un accompagnement qui est important aussi sur ce point-là. Donc, je parlais des avantages fiscaux et sociaux. Donc, il y a des avantages fiscaux et sociaux pour l'entreprise et pour le salarié. Alors, si je commence par le salarié, les cotisations patronales et salariales sont déductibles du revenu imposable dans un certain plafond en termes de plafond annuel de la sécurité sociale et de rémunération brute. Pour l'employeur aussi, ces cotisations patronales
seront déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Ils seront aussi exonérés de cotisations sociales à hauteur de 6% du PAS et auquel s'ajoute un pourcentage de la rémunération. Et également, euh, ces contributions donc, seront soumises au forfait social de 8% et à la CSG CRDS. Je redonne la parole à Sophie qui va nous expliquer toute la simplicité de mise en place d'un contrat prévoyance. Merci Rémi. Alors avant de vous parler simplicité de la mise en place des contrats, je vous propose de répondre au troisième et dernier sondage que Mélanie va vous lancer dans le chat. Donc, souhaitez-vous qu'un contrat de prévoyance soit mis en place pour l'ensemble de vos salariés? Donc, on vous laisse quelques minutes pour répondre. Et donc, comme je vous le disais, mettre en place un contrat de prévoyance collective, c'est très simple. Donc, il y a d'abord le cas de l'entreprise qui applique purement et simplement un accord de branche. Donc, dans ce cas-là, l'accord de branche est suffisant. Enfin, ça vaut acte fondateur du régime. Donc, vous n'avez pas d'autres démarches administratives à effectuer. En cas de non-obligation inscrite dans un accord de branche, il vous faut respecter un des trois formalismes suivants. Donc, la mise en place d'un accord collectif d'entreprise ou la mise en place d'un projet d'accord soumis à référendum ou la mise en place d'une décision unilatérale de l'employeur, appelée aussi DUE. Dans tous les cas, et pour respecter votre devoir d'information, vous devez remettre à chaque salarié annuellement une notice d'information qui vous est fournie par votre partenaire prévoyance. Mais sachez que les dispositions qui sont inscrites dans un des trois actes fondateurs peuvent évoluer avec le temps et avec la vie de l'entreprise. Donc, vous pouvez faire évoluer l'acte fondateur à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis suffisant pour informer vos salariés. Donc, chez Aesio Mutuel, nous, on conseille en général un délai de préavis de 3 mois pour que tout salarié puisse prendre connaissance des nouvelles dispositions du régime. Donc, l'acte fondateur du contrat décrit l'engagement de l'employeur vis-à-vis des salariés bénéficiaires du régime. Donc, la rédaction de ces actes comprend généralement certaines clauses. Alors, on va vous en présenter ici quelques-unes. Donc, déjà, ça reprend la catégorie de salariés bénéficiaires du régime mis en place. Est-ce que le régime est mis en place que pour mes salariés cadres, pour les cadres et les non-cadres, pour l'ensemble du personnel? Voilà, ça, c'est une clause qui doit être inscrite dans l'acte fondateur. Vous devez aussi reprendre l'obligation d'adhésion et les éventuelles dispenses d'adhésion. Les modalités de financement du régime, donc ça, c'est le montant de financement patronal et salarial. Les garanties financées, donc c'est ni plus ni moins que le tableau des prestations. Les conditions et la périodicité de réexamen du choix de l'organisme assureur. Et les conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Rémi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'intérêt pour l'entreprise de mettre en place un régime de prévoyance? Oui, merci Sophie. Alors avant ça, on a eu les résultats du dernier sondage qu'on a pu mettre en place. Est-ce que vous souhaitez qu'un contrat de prévoyance soit mis en place donc, pour l'ensemble de vos salariés? On a donc la moitié d'entre vous qui nous ont répondu oui, vous m'avez convaincu. C'est donc la majorité des réponses. Donc c'est bien, merci Sophie. Je pense qu'on a fait un bon travail. On n'a pas tout à fait fini, mais ça prend le bon chemin, je pense. On a 36% qui nous disent non et je pense que d'ici la fin, on va peut-être réussir à vous faire changer d'avis. Et puis évidemment, les informations complémentaires. Donc là, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. Donc n'hésitez pas à les formuler. On essaiera de répondre à une grande majorité de ces questions. Alors, pour synthétiser un peu tout ce qu'on a pu se dire depuis 40 minutes sur la prévoyance collective, euh, il y a de nombreux intérêts, du coup, dans la mise en place d'une couverture prévoyance au sein de votre entreprise. Euh, on a parfois l'obligation de le faire, mais pas toujours. Mais ça reste un levier important dans le cadre de la politique de gestion des ressources humaines d'une entreprise.
Pourquoi? Parce que on l'a vu, ça complète les versements de la sécurité sociale pour proposer une couverture complète aux salariés et à sa famille. Ça permet, donc on a une souscription facilitée, Sophie nous en a parlé. Ça permet donc d'attirer et de recruter de nouveaux talents, donc se différencier de la concurrence, puisque c'est un avantage social. Euh, c'est l'occasion aussi de faire bénéficier ses salariés d'un tarif plus attractif et de garanties étendues, avec une prise en charge de l'employeur. Donc là aussi, pour le salarié, il y a beaucoup d'avantages là-dessus. C'est l'opportunité aussi d'un dialogue constructif entre employeurs et salariés, pardon, pour mettre en place ou faire évoluer une couverture de prévoyance. Donc ça, c'est toujours favorable au climat social de l'entreprise et bénéfique pour son image. Ensuite, donc, on a certains organismes qui développent aussi de l'action sociale avec des soutiens financiers en cas de maladie grave, de handicap ou pour concrétiser des projets. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, ça permet de bénéficier aussi d'exonérations sociales et de déductions fiscales, que ce soit pour l'employeur ou pour le salarié. Voilà, Sophie, on a beaucoup parlé de prévoyance collective. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment Aesio se positionne sur cette prévoyance d'entreprise? Avec plaisir, Rémi. Donc, chez Aesio Mutuel, nous avons une ambition de protéger nos 3 millions d'adhérents à chaque étape de leur vie, donc eux ainsi que leurs proches. Donc, cela passe par un accompagnement de proximité avec, par exemple, des conseils et de la veille juridique. On vous offre également des diagnostics personnalisés afin de vous proposer des solutions adaptées aux besoins de vos salariés. Nous sommes recommandés auprès de nombreuses conventions collectives, dont par exemple les bureaux d'études, la convention collective de la métallurgie et à l'ISFA aussi, dont vous a parlé Rémi, dont les acteurs du lien social et familial. On vous propose des services différenciants avec notamment nos garanties d'assistance et la téléconsultation. On vous propose également un programme de prévention et de promotion de la santé pour assurer la sécurité et protéger la santé de vos salariés et des dispositifs d'action sociale pour permettre à tous nos adhérents l'accès aux soins sans report ni renoncement. Donc nous arrivons au terme de notre présentation. Avec Rémi et Mélanie, nous tenons à vous remercier pour votre écoute et votre participation. Nous allons maintenant passer à un temps d'échange et répondre à vos questions. Sachez que nous n'aurons peut-être pas la possibilité de répondre à l'ensemble de vos questions, mais si vous avez accepté de recevoir des informations de notre part, vous recevrez un mail avec les réponses aux questions, le replay et la version de notre présentation de façon plus complète. Donc, on va prendre quelques instants avec Rémi pour prendre vos questions. Oui, alors j'ai vu une question tout d'abord de Salia qui nous demandait, donc avec la cotisation de 1,50 cadre, est-ce que l'employeur doit-il financer uniquement de la prévoyance ou peut-il utiliser une part de cette cotisation pour financer une couverture santé complémentaire? Alors, comme indiqué précédemment, la cotisation à hauteur de 1,50 du salaire tranché pour les cadres, il doit être dédié prioritairement à à la couverture d'essai, donc au moins pour la moitié de la cotisation. Donc le surplus de cotisation, il peut donc financer d'autres garanties de prévoyance et effectivement, il peut potentiellement, enfin théoriquement, financer de la santé. Le problème, c'est que la part restante de cotisation, elle va pas être énorme. Donc, les garanties santé risquent d'être assez faibles. De plus, c'est une cotisation en pourcentage du salaire, donc ce qui est assez rare quand même pour couvrir de la santé, d'avoir ce type de structure de cotisation. Et puis, le risque aussi, c'est du coup de ne pas avoir de couverture d'arrêt de travail, puisque le 1,50 ne sera utilisé que pour le décès et la santé. Et puis, dernière chose à laquelle je pense aussi, le cadre peut toujours être dispensé d'adhésion à la couverture santé, parce que, par exemple, il est couvert par ailleurs, par son conjoint, par exemple. Donc, potentiellement, ça fait une partie de cotisation manquante pour l'employeur, et donc c'est à l'employeur ensuite de bien vérifier que
l'ensemble de ces cotisations patronales atteignent bien un 50 de la masse salariale des cadres. Merci Rémi pour ta réponse très précise. Alors, je vois qu'on a une question maintenant de Philippe. Quelle est votre position quant au président de SASU, seul cadre de l'entreprise, et l'obligation de souscrire une prévoyance cadre? Alors, notre position, elle est très claire, hein, c'est que dès lors que l'entreprise embauche au minimum un cadre, ce cadre, il est éligible aux dispositions de prévoyance collective et de frais de santé qu'on vient de vous présenter avec Rémi. Il n'y a pas de notion d'effectif. Dès lors que l'entreprise embauche un cadre, le cadre il doit être couvert par les régimes de prévoyance dont nous venons de vous faire les présentations. Très bien, merci Sophie. Alors, parmi les questions, il m'a semblé voir la question de Léa. Il nous Mm. disait, voilà, on a utilisé la mention de prévoyance complémentaire. Alors, effectivement, quand on parle de prévoyance complémentaire, en fait, c'est pour indiquer que l'organisme assureur, il intervient en complément de la sécurité sociale. Donc, si je prends l'exemple de l'arrêt de travail, on a vu tout à l'heure, la sécurité sociale va verser 50% du salaire moyen en cas d'arrêt de travail auprès auprès du salarié. Et c'est là que l'assureur va venir compléter le versement de la sécurité sociale, donc à hauteur, par exemple, de 81% du salaire, de 100% du salaire net, hein, ça peut monter jusqu'à ce niveau-là. Donc voilà, donc un peu comme sur la santé, l'assureur va agir donc en complément de la sécurité sociale en prévoyance. Je te propose, Rémi, que je prenne une dernière question puisque l'heure tourne. Mhm. Alors, j'ai vu une question de Catherine qui demande qui doit faire les DUE. Alors, je prends cette question parce que c'est un vaste débat et c'est un sujet qui revient très souvent lors de nos rendez-vous avec nos clients. Alors, la rédaction de la décision unilatérale de l'employeur, c'est une obligation qui incombe aux entreprises. Donc, c'est aux entreprises de rédiger les décisions unilatérales de l'employeur. Cependant, nous, chez Aesio Mutuel, on peut vous fournir déjà des modèles de décisions unilatérales qui sont pré-remplies et on accompagne également nos adhérents dans la rédaction de ces DUE, puisque ce sont quand même des documents juridiques qui reprennent voilà, certaines clauses indispensables. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'organisme tenant du régime de prévoyance. Mais sachez que voilà, chez Aesio, nous, on vous fournit les DUE et on aide aussi nos adhérents à les compléter. Voilà, on est vraiment là pour accompagner l'entreprise au maximum. Ouais, tu as raison, Sophie, ça peut être assez technique, donc d'où l'importance d'un accompagnement aussi sur ce point. Et puis au-delà de la DUE, si c'est une mise en place par accord collectif ou référendum, là aussi, nos conseillers vous accompagnent sur la rédaction de ces accords au référendum. Bien, je crois que nous arrivons au terme de notre délai imparti. Donc, d'emblée, nous sommes désolés pour les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Mais vous recevrez d'ici une semaine une FAQ qui reprendra l'ensemble des questions, qui répondra surtout, parce que s'il n'y avait que les questions, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc on répondra effectivement à l'ensemble de vos questions. Et puis, bien sûr, le support que vous avez eu en visuel pendant ces 45 minutes vous sera également transmis. N'hésitez pas à prendre note de nos coordonnées. Je ne sais pas si on peut les réafficher. Euh, Vous pouvez évidemment nous contacter directement. Euh, Nous avons aussi 200 conseillers à votre disposition partout en France, donc il y en a forcément un près de chez vous. Donc n'hésitez pas aussi à les contacter. Une dernière chose aussi, je vous invite également à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, donc en notant effectivement le webinaire en bas de l'écran et à le commenter également. Voilà, et puis il me reste à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Merci à vous pour votre écoute. Merci Sophie. Merci Rémi et je vous souhaite également une bonne journée et à bientôt chez Aesio Mutuel.